Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La loi olympique arrive au Sénat. Le projet de loi sera examiné demain en séance. Il prévoit d'accélérer les procédures d'urbanisme. Objectif, livrer les infrastructures dans les délais et éviter les dérapages budgétaires. Mais le retard pris par les travaux du Grand Paris Express inquiète. Le débat à suivre. Emmanuel Macron face au défi corse. Le chef de l'État se rend demain sur l'île. Au programme, un hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans, et un discours censé répondre aux revendications des nationalistes. On en parle avec notre invité, l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. Premier revers électoral pour La République En Marche et première victoire pour les Républicains depuis l'élection de Laurent Wauquiez. Les législatives partielles du territoire de Belfort et celles du Val d'Oise ont vu s'imposer les candidats LR face à ceux issus de la majorité. Les réactions au Sénat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi. Tam Tranui en direct du Sénat et Oriane Mancini depuis Ajaccio. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, la première journée du procès de Salah Abdeslam à Bruxelles, le suspect clé des attentats de novembre 2015 à Paris, comparé devant la justice belge pour un autre dossier. Pour l'heure, il refuse de s'exprimer et de décliner son identité. Une peine de 20 ans, la peine maximale pour tentative d'assassinat, vient d'être requise. Sandra Cerquera. Il invoque son droit à l'image et refuse de décliner son identité. La barbe et les cheveux ont poussé, mais la ligne de défense est identique depuis son arrestation, le silence. Face à la présidente, Salah Abdeslam lâchera quand même quelques mots. « Mon silence ne fait pas de moi un criminel », déclare-t-il. Avant d'ajouter avec arrogance « Je n'ai pas peur de vous, je place ma confiance en Allah ». Il refusera de répondre aux autres questions. Réaction amère des associations. Cette avocate qui défend une trentaine de victimes des attentats du 13 novembre n'est pas pour autant surprise par le mutisme de Salah Abdeslam. Bien sûr que c'est un espoir déçu, mais Salah Abdeslam ne changera pas d'attitude. Il est dans un silence provocateur, mais l'instruction a beaucoup évolué sans lui, elle continuera sans lui, et c'est à la justice que les victimes se retournent aujourd'hui pour connaître la vérité, pour lever des voiles sur des zones encore sombres, mais sans Salah Abdeslam. Seul survivant des commandos du 13 novembre, Salah Abdeslam est jugé pendant 4 jours pour la fusillade de Forêt à Bruxelles, pendant sa cavale. La procureure requiert 20 ans de réclusion. Pour les victimes du 13 novembre, il s'agit bien d'une première étape avant le procès en France des attentats de Paris, prévu en 2020. Et première invitée de notre multiplex, la sénatrice écologiste de Paris, Esther Benbassa. Elle est à vos côtés. Tam, quel regard porte-t-elle sur ce procès ? Et oui, Esther Benbassa, vous qui avez été à l'origine d'un rapport sur le désendoctrinement, le désembrigadement et la réinsertion des djihadistes en France. D'abord, votre commentaire sur l'attitude de Salah Abdeslam en ce premier jour de procès à Bruxelles, ce mutisme total. Il a pris la parole simplement pour dire qu'il s'en remettait à Allah, alors même qu'il a voulu absolument comparaître. Oui, enfin, là, il joue son jeu. Enfin, on n'est pas obligé d'acquiescer à ce jeu, mais on n'a pas d'autres moyens. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne veut pas parler. Mais là, moi, je dirais même que c'est de la provocation. Un mutisme provocateur, effectivement. Tout à fait, c'est de la provocation. Le silence peut être provocateur. Mais en même temps, il faut se poser la vraie question. Comment faire pour désendoctriner ces gens-là? Enfin, maintenant, c'est trop tard pour lui. Selon vous, un terroriste qui est passé à l'acte? Oui, il a été embrigadé parce que je crois que pour lui c'était une nouvelle idéologie forte et puis avec toute la haine qu'il avait probablement envers l'Occident, liée aussi à son endoctrinement de l'idéologie de Daesh, qui contient bien sûr l'islam rigoriste et un islam qui est guerrier. Mais vous pensez que le désendoctrinement
le désendoctrinement est possible dans un cas comme celui-là où on voit qu'effectivement on est allé jusqu'au bout ou quasiment? Ah oui, mais là c'est trop tard. Mais le vrai travail devrait être en amont. Et c'est ce que nous n'avons pas su faire correctement. Nous avons fait des pansements et pas un vrai travail individuel, un travail de noyautage des groupes qui étaient en train d'être endoctrinés. Nous n'avons pas vu certaines choses. Nous n'avons pas su évaluer, je crois, le danger réel que cela représentait, et sans compter qu'il y a tout un contexte qui a permis à ces gens de glisser plus facilement. Car on observe rejet des de la points communs, France. effectivement, entre les différents terroristes, Mohamed Merah, Mehdi Koulibaly, Salah Abdeslam, cette façon, ce glissement de la petite délinquance à la radicalisation. On observe qu'il y a quand même des points communs dans leur parcours. Oui, mais tout à fait. Mais tous les terroristes n'ont pas le même parcours exactement. Mais là, pour ce qui se passe en France, oui, on a vu en gros que c'était des gens qui avaient nourri une haine de la France, qu'ils pensaient juste parce qu'ils se croyaient rejetés, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais enfin, cela ne justifie rien. Il y a eu dans certains milieux une vraie radicalisation qu'on n'a pas pris en compte. Et ça ne s'est pas passé à la mosquée. Une responsabilité aussi française oui, nous n'avons et de notre société. Oui, nous n'avons pas travaillé en amont. C'est tout. Aujourd'hui, pour lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est trop tard. Espérons que l'affaiblissement de Daesh fera que cette idéologie sera moins forte sur ces personnes faibles et faciles à manipuler. Merci beaucoup Esther Benbassa pour votre réaction en ce premier jour du procès de Salah Abdeslam. Merci à vous, Tam. Je vous le disais en titre, premier revers électoral pour La République En Marche qui échoue dans les 2 législatives partielles du territoire de Belfort et du Val d'Oise. Faut-il y voir un premier effet de la victoire de Laurent Wauquiez chez les Républicains? Élément de réponse avec Stéphane Amalian. Il s'agit de la première victoire électorale nationale depuis l'ère Wauquiez. Et les Républicains voient dans ces élections un moyen de relancer le parti. Le fait aujourd'hui qu'il y ait un député, les Républicains, conforté, le fait qu'il y ait un nouveau député, les Républicains, le fait qu'il y ait une remontée spectaculaire dans des territoires très différents des Républicains est sans doute un signal encourageant pour la nouvelle droite, mais aussi un signal d'alarme pour Emmanuel Macron et sa majorité. La droite ne se prive pas pour enfoncer La République En Marche, qui avait envoyé des poids lourds pour soutenir ses candidats en région. C'est un enjeu local, mais qui a été nationalisé par la venue d'Édouard Philippe, qui a voulu s'investir, notamment en allant dans le Val d'Oise. Et la réponse a été assez claire et assez cinglante de la part des Français qui leur ont répondu hier à 2 fois par une belle victoire des Républicains. Une victoire due notamment à l'abstention. C'est ce que suggère le sénateur à La République En Marche, André Gattolin. Dans les élections intermédiaires et surtout dans les élections partielles, il y a toujours une très forte abstention. Là, elle est particulièrement élevée. Ça veut dire que l'électorat qui s'était mobilisé en juin dernier, avec quand même déjà des taux d'abstention élevés, ne s'est pas mobilisé. De là, en tirer des conclusions comme le fait Laurent Wauquiez ou les Républicains, c'est un peu exagéré. Les électeurs ne se sont effectivement pas déplacés en masse. L'abstention avoisine les 80% dans le Val d'Oise et 74% dans le territoire de Belfort. Et on continue les réactions politiques à cette actualité avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Roger Carucci. Alors, est-ce qu'il y voit dans cette victoire un effet de Laurent Wauquiez ? Oui, ou est-ce que vous y voyez déjà un désaveu pour la politique d'Emmanuel Macron dans ces 2 victoires lors de ces législatives partielles? On a vu que dans votre parti, beaucoup avaient une interprétation nationale de ce scrutin. National, oui, ce sont des législatives, ce ne sont pas des élections locales. Donc forcément, ça a une traduction nationale. 2 hirondelles ne font pas le printemps. On va attendre un peu de voir la suite des élections partielles pour voir un peu quelle est la réalité du mouvement. Ce qui est sûr, c'est que le côté en marche sur les flots et dans les nuages, c'est fini. Le retour sur Terre est brutal pour eux. Pourquoi ? Ils ont perdu une circonscription. Sur les 2, une leur appartenait en juin. Et deuxième élément,
les deux cas, la baisse du nombre de suffrages est considérable en proportion par rapport à juin dernier. Donc, comment vous interprétez cette abstention qui est quand même massive, plus de 80% dans le Val d'Oise, 74% à Belfort, c'est classique? Oui, l'abstention aux élections partielles, un mois de janvier ou un mois de février, c'est assez courant. C'est pas ça la réalité du problème. La réalité du problème, c'est que les candidats En Marche n'ont plus été capables de mobiliser. Les candidats du Front National non plus. Et la réalité, c'est que on se fait élire sur le pouvoir d'achat, on se fait élire sur un nouveau monde, et le nouveau monde, c'est moins d'argent, plus d'impôts, plus de taxes et moins de moyens pour vivre. Donc forcément, beaucoup de déçus. Et je pense que les retraités, les artisans, les salariés ont dû dire, bon ben voilà, en mai-juin, on nous avait dit que, la réalité est totalement différente, donc on sanctionne. C'est plus un vote sanction, dans l'immédiat, je le reconnais, qu'un vote d'adhésion. Nous, c'est un peu court. Mais donc le vote d'adhésion encore viendra. Une adhésion à Laurent Wauquiez, à son projet pour vous? Si, ce qui se passe, c'est que l'électorat En Marche ne s'est pas mobilisé par déception. Et l'électorat FN, ou des gens de droite qui ont par le passé voté FN, mais qui ont considéré que pour des raisons diverses, division entre le FN et les Patriotes, mauvais débat de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, que le vote FN aujourd'hui n'avait pas de sens pour sanctionner le gouvernement. Donc, il y a un retour probable d'un certain nombre d'électeurs sur les candidats républicains grâce à la stratégie de Laurent Wauquiez. Alors, on va voir dans les mois qui viennent, mais je ne vois pas dans les mois qui viennent de capacité pour le gouvernement et pour En Marche de se ressaisir, parce que de semaine en semaine, les gens vont payer plus cher le gaz, vont payer plus cher l'essence, vont payer plus cher les timbres, vont payer plus cher les forfaits hospitaliers. Comment voulez-vous qu'ils trouvent le gouvernement sympathique ? Est-ce que c'est aussi l'occasion, enfin, pour les Républicains de fêter quelque chose, puisque même la victoire de Laurent Wauquiez avait été surtout l'occasion de souligner les divergences, les divisions, encore jusqu'au dernier. Il ne faut pas rêver. Notre famille politique, après le très beau succès, en réalité, de la primaire fin 2016, s'est pris 2 claques monumentales, l'élection présidentielle puis les élections législatives. C'est pas facile pour une formation politique comme la nôtre, qui a toujours été présente au moins au 2e tour des élections présidentielles. C'est la première fois depuis 1958 que nous n'y étions pas. Donc c'est un choc. Et beaucoup de gens étaient déstabilisés. Alors c'est pas en 6 mois que d'un coup d'un seul, la santé revient. Mais, ma foi, un peu de convalescence ne nuit pas. Allez, on va dire que les 2 élections d'hier, c'était un bon grog pour se remettre. Les Républicains en voie de guérison, donc. Merci beaucoup, Roger Karoutchi, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Les salariés du groupe Carrefour inquiets, ils craignent de nouvelles suppressions d'emplois. Selon les syndicats, ce ne sont pas 2400 salariés, mais plus de 5000 qui seront touchés en France par le plan de transformation du groupe. Un appel à la grève a été lancé aujourd'hui. Flora Sauvage et Audrey Vuettaz. Ça va? C'est la première fois que je fais mes courses avec autant de monde. 15 jours après l'annonce du plan de transformation de Carrefour, les syndicats organisent la riposte. Ce matin à Montreuil, une centaine de membres de la CGT ont parcouru les allées de l'hypermarché, alors que 2400 suppressions de postes au siège sont annoncées. J'ai entendu monsieur le maire qui a dit une nouvelle fois qu'il veillerait à ce qu'il n'y ait pas de casse sociale, mais on attend autre chose d'un ministre, parce que malheureusement les exemples sont nombreux d'entreprises qui restructurent ou qui ferment. Je pense au GMS, où on sort ce genre de petites phrases et puis après on s'occupe de rien et on laisse les patrons des grands groupes et les actionnaires continuent à s'en mettre plein les poches. Asa travaille au Carrefour de Montreuil depuis 14 ans. Elle touche 1100 € par mois. Je suis maman de 3 enfants et si mon poste doit être supprimé, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir, on va dire. Député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière appelle au boycott de l'enseigne. Si on cumule CICE plus les baisses de cotisation dont ils ont bénéficié ces 3 dernières années, l'équivalent par emploi qu'ils vont supprimer, c'est 150 000 € que le groupe aura touché. Donc moi je dis à la direction, s'ils veulent supprimer l'emploi, vous rendez l'argent public. Mais côté client, l'accueil est mitigé. Ça embête les gens, parce qu'il y en a des gens qui ne sont pas contents, parce que, bon, chacun sa vie. D'autres clients se sentent plus concernés. Je pense que c'est la bataille collective et l'union qui marchera. La mobilisation de la CGT va se poursuivre toute la semaine, mais les syndicats sont en ordre dispersé. La CFDT, 2e syndicat chez Carrefour, a annoncé une mobilisation nationale le 15 février à Paris.
Jean Larcher au chevet des élèves de l'École nationale de police de Oissel, c'est en Seine-Maritime. C'est là que sont formés les futurs gardiens de la paix. Le président du Sénat a assisté à un exercice de simulation d'un contrôle de police. Un déplacement important alors que de nombreux textes législatifs qui touchent notamment de près les forces de sécurité seront bientôt soumis au vote des parlementaires. On écoute le président du Sénat, il était au micro d'Héloïse Grégoire. Nous allons avoir à examiner 3 textes importants. Un texte sur la responsabilité et notamment la procédure. Et cette procédure, elle est très importante pour les policiers et les gendarmes. Sa simplification. En même temps, voir comment étaient formés nos futurs gardiens de la paix et adjoints de sécurité. Et en même temps, porter un message de l'attention du Sénat aux forces qui ont en charge l'état de droit. La semaine dernière, éclatait dans les EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, une grève inédite, un mouvement de protestation soutenu par les directeurs d'établissements. En cause, la dégradation des conditions de travail, souvent liées au manque de moyens et d'effectifs. Conséquence de ces cadences infernales imposées au personnel, une maltraitance quasi institutionnalisée de nos aînés. C'est dans ce contexte que la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian, s'est rendue dans une maison de retraite à Fresnes. Reportage. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Bonjour, enchantée. Alors vous êtes bien installée là avec des belles... toute ma famille. Ah oui. À 93 ans, Janine Tremblay fait beaucoup plus jeune que son âge. Mais aujourd'hui, sa santé ne lui permet plus de vivre seule chez elle. Jusqu'à 87 ans, j'étais très bien. Et puis d'un seul coup. Quelques jours après la grève nationale dans les maisons de retraite, la sénatrice Sophie Taillé-Polian est venue constater par elle-même le manque de personnel dans l'établissement Résidence d'automne à Fresnes. Par rapport à la situation là, des gens qui vous soutiennent, qui vous aident au quotidien, elles ont beaucoup de travail. Franchement, elles ont trop de travail. Hein, ces personnes, que vous voulez qu'elles fassent bien, elles ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'elles ne peuvent faire. Hein. C'est pas possible. Une surcharge de travail qui s'explique en partie par l'état de santé des résidents. Sur les 728 000 personnes vivant en maison de retraite en France, 57% sont en situation de forte dépendance. Il y a 30 ans, les personnes rentraient étaient des personnes de 70 ans qui étaient plutôt valides. Maintenant, nous recevons des personnes qui sont invalides, dont il faut s'occuper à 100%, quasiment. Pour la plupart, les pathologies sont multipliées. Nous avons des gens qui ont des troubles de la déglutition de manière très importante. Ça mobilise du temps de soignants. Du temps, c'est précisément ce qui manque au personnel. Ici, 10 employés ont fait grève la semaine dernière. Un mouvement dont leur directeur se dit solidaire. Hélas, le budget ne nous permet pas peut-être de cette prise en charge d'une manière idéale. Disons qu'il y a la réalité et l'idéal, et là on est plutôt dans la réalité. Mais là, vous en êtes à combien de personnes par résident? Par résident, on est 6-7 soignantes pour les 64 par jour. Chaque aide-soignant gère seul plus de 10 personnes, parfois 20 en cas d'arrêt maladie d'un collègue. Difficile dans ces conditions d'assurer correctement la toilette ou les repas des résidents. On a ces résidents qui demandent beaucoup plus de temps, qui nous demandent des moments à discuter avec eux et que malheureusement, on ne cache pas les choses, de dire à ces résidents, on n'a pas le temps. Vous voyez, ce qui est dommage, ce qui n'est pas humain. Et c'est pour ça qu'on se sent très mal sous notre lieu de travail, parce qu'on se sent fautif. Suite au mouvement de grève, le gouvernement va débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour les maisons de retraite. Une réponse insuffisante pour la sénatrice du Val-de-Marne. Elle réclame un plan d'urgence et un budget d'ampleur sur le long terme. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Polian, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. J'accueille également Daniel Chassaing, bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants, République et Territoire, sénateur de la Corrèze. Également sur ce plateau, Pascal Chanvert, bonjour. Vous êtes le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, c'est l'ADPA. Et Jean-Marc Poulier, bonjour. Vous êtes aide-soignant à l'EHPAD Alice Prince et dans le 14e arrondissement de Paris. Vous êtes délégué
déléguée syndicale au sein de Force ouvrière des personnels du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Première question pour vous, Jean-Marc Poulier, puisque cela fait 29 ans que vous êtes aide-soignant. Comment décririez-vous vos conditions de travail aujourd'hui et est-ce que vous diriez qu'elles se sont dégradées ? Fortement oui, parce que bon voilà, quand j'essaie de me rappeler mes débuts, c'était pas du tout la même chose parce qu'on était plus nombreux. Il y avait beaucoup de travail, mais on était plus nombreux, donc les qualités du travail étaient déjà plus réguliers. Mais tandis que maintenant, ça s'est fortement dégradé. La preuve en est, à l'endroit où je travaille, dans chaque service, on se retrouve à 2 pour 25-26 résidents et peut-être encore davantage. Donc, je suis inquiet pour l'avenir parce que je me demande comment on peut s'occuper en étant 2 soignants pour 25 malades. On n'a pas le temps. On essaie d'être généreux dans ce qu'on fait, d'être actif, mais malheureusement pour nous, le temps court. Hein. Ça, je trouve quand même c'est surréaliste quand j'essaie de réfléchir à tout cela. Pascal Chanvert, comment vous expliquez les difficultés aujourd'hui de ces aides-soignants avec cette grève qui a été déclenchée la semaine dernière? Ce n'est pas seulement un manque d'effectifs ? D'abord, il faut dire que la grève ne concerne pas que les établissements, mais tout autant le domicile. Parce que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire parfois, ça ne serait pas le paradis à domicile et l'enfer dans les établissements. Non, c'est mauvais partout. Ce qu'a dit la dame que vous avez interrogée à Fresnes, ce qu'ont dit les salariés, ce qu'a dit le directeur, ce que vient de dire monsieur, c'est l'exacte réalité. La dame dit, ils n'ont pas le temps de bien faire. On le voit en établissement, c'est la vérité aussi à domicile. Et c'est ça le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est comment faire en sorte que maintenant, et plus profondément dans les années qui viennent, nous soyons à la hauteur de l'aide aux personnes âgées qui sont ceux et celles qui ont fait la France d'aujourd'hui. C'est ça l'enjeu, c'est ça toute la question qui est posée par ce mouvement du 30 janvier, c'est-à-dire une question éthique et une question sociétale. Ce n'est pas juste un petit mouvement catégoriel auquel on répondra par des petites mesures catégorielles. C'est une question éthique et sociétale, Daniel Chassaing, nous dit Pascal Chanvert. C'est vrai qu'il y a eu la multiplication de témoignages parfois effroyables ces derniers temps sur la situation dans les maisons de retraite. Et à domicile ? Et à domicile. Oui, alors, si vous voulez, d'abord, il faut revenir sur une loi d'adaptation à la société au vieillissement qui n'a apporté pas aucun crédit, si vous voulez, au niveau des EHPAD. Absolument aucun. Ça a amélioré un petit peu le maintien à domicile, mais aucun crédit aux EHPAD. Donc actuellement, depuis 2014, 2015, 2016, je le constate dans mon EHPAD, il y a à chaque fois, on a fait mieux pour le maintien à domicile, on s'est amélioré, mais les personnes qui rentrent en établissement sont très, très, très dépendantes. Et j'étais moi aussi dans mon EHPAD de ma commune vendredi, et j'ai vu que effectivement. Situé où, Daniel Chassaing? Vous êtes élu de la Corrèze? À Chamberet, en Corrèze, où j'étais maire pendant un certain nombre d'années. Et donc j'ai vu que, si vous voulez, tout se fait un peu à la course. C'est-à-dire que quelle est la base pour quelqu'un, pour le bien-être des personnes âgées? Il faut qu'elles puissent être changées plusieurs fois par jour. Hein. Il faut qu'on puisse prendre le temps de les faire manger. Il faut qu'on puisse le temps de les faire marcher. Il faut qu'on puisse le temps de bavarder un petit peu avec elles. Et on arrive à un moment où on n'a plus le temps de faire ça. Alors, c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave parce que on a encore de plus en plus de personnes dépendantes qui rentrent. Donc, si vous voulez, je pense que la ministre, effectivement, a mis en place certaines actions. Hein, vous l'avez dit là tout à l'heure, 100 millions d'euros, 50 millions d'euros pour les ARS, pour les EHPAD en difficulté, dans l'urgence. Mais si vous voulez, je pense que ce qui est fait actuellement, c'est un bilan. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Et il y a aussi une députée que j'aimerais bien aussi rencontrer, je ne me rappelle plus du nom, mais qui a été mise en place par la ministre pour faire un petit peu le point sur ces problèmes. Monique Iborra. Et je pense que... Mais on va arriver sur quoi? On va déboucher sur quoi? On va déboucher sur une carence énorme au niveau des aides-soignantes et infirmières. La base du soin dans les EHPAD, c'est les aides-soignantes et les infirmières, et il faut augmenter ces postes pour qu'on puisse traiter décemment nos aînés. Alors,
Voilà pour la question des effectifs. Sophie Taillé-Polian aussi, vous avez interpellé le gouvernement la semaine dernière au Sénat. Ça a donné cette passe d'armes entre vous et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Regardez. Vous nous avez tout à l'heure parlé d'anticipation. Alors peut-on parler d'anticipation lorsqu'on se trouve aujourd'hui dans une situation qui n'est tout simplement pas tenable dans de très nombreux établissements et qui ne peuvent attendre les rapports et autres missions que vous venez de lancer, mais pour lesquelles il faut des engagements clairs et inscrits dans le court, moyen et long terme. Le sous-effectif des personnels génère un mal-être profond et un taux d'accident du travail inacceptable. Et aujourd'hui, vous voulez conditionner un bonus en exigeant un travail supplémentaire aux soignants pour prévenir la dépendance des résidents? Mais que faisons-nous? Que faites-vous aujourd'hui pour la prévention des risques professionnels pour les soignants dans les EHPAD? Vous venez de nous en parler comme une de vos préoccupations. Nous avons renforcé les postes d'infirmières de nuit. Nous allons équiper tous les EHPAD en télémédecine. Nous avons évidemment proposé des plans d'action spécifiques pour les EHPAD en difficulté. Je vais peut-être vous les énoncer. Nous avons prévu de solliciter l'Agence nationale d'appui à la performance pour qu'elle vienne travailler auprès des EHPAD en difficulté pour les aider à se restructurer. Nous avons prévu des enquêtes de satisfaction auprès des EHPAD et je saisis la Haute Autorité de Santé pour qu'elle me fasse des propositions afin de mener ces enquêtes de satisfaction et nous travaillons sur la bientraitance des personnes âgées. Donc je crois qu'effectivement, en 8 mois, nous avons un peu plus anticipé que vous en 5 ans. Je vous remercie. Sophie Taillé-Polian, est-ce que le gouvernement a suffisamment pris la mesure de cette crise latente, on le disait Écoutez, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que la ministre réponde à cette interpellation par le fait de susciter des rapports, des enquêtes de satisfaction, montre bien que la mesure n'est pas prise. Des difficultés qui sont celles des familles, des résidents et bien entendu des personnes qui s'occupent des résidents au quotidien. C'est pas de la télémédecine ou de la télé, je sais pas quoi, dont on a besoin. Ce sont d'êtres humains à côté d'autres êtres humains qui puissent travailler dans des conditions de travail qui soient respectueuses de leur santé et respectueuses aussi des résidents dont ils ont la charge. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il faut des effectifs supplémentaires, parce qu'il y a des difficultés de recrutement. Question pour vous deux, Jean-Marc Poulier. Écoutez, moi, en ce qui concerne le Centre d'action sociale de la ville de Paris, ne veulent pas recruter des aides-soignants, etc. Et donc, moi, ça m'inquiète. Je vois par exemple une infirmière sous contrat chez nous et payer 1 700 € par mois, alors que dans le privé, elle serait payée 2 000 €. Donc, elle choisira toujours d'aller dans le privé que de vouloir rester chez nous. Parce qu'elle se dira, bon voilà, les conditions de travail ne sont pas requises pour elle. Donc, c'est ce qui est alarmant. Parce qu'il y a une enveloppe qui a été... Il y a un budget concernant les intérimaires. Ça s'est explosé. Etc. Donc, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas embaucher du monde et c'est ça qui m'inquiète. Pascal Sanvert, pardon, sur ces difficultés de recrutement, c'est vrai que le métier devient de moins en moins attractif aussi. Il y a plusieurs choses. D'abord, M. Chassaing a raison de dire que ce dont ont besoin les personnes âgées en établissement et à domicile, c'est des infirmières, des aides-soignantes. Pas que. Aussi des psychologues, aussi des animateurs, aussi des professionnels formés de l'aide à domicile, aussi des tas d'autres professionnels d'accompagnement. Il faut les deux. Il y a des difficultés de recrutement dans certaines catégories, pas dans d'autres. Donc, ça n'est pas ça la question principale. La question majeure aujourd'hui, ce qui fait que le milieu de l'aide aux personnes âgées, domicile comme établissement, c'est fortement mobilisé. C'est que l'ensemble des professionnels, y compris les directeurs, les médecins, disent ça ne se passera plus désormais comme avant. C'est-à-dire, nous avons décidé de parler. Et nous avons décidé de dire que l'État nous fait faire des choses qui sont inacceptables pendant très longtemps. Parce que les professionnels savent qu'ils font un métier merveilleux. Aider des personnes âgées, c'est une source de richesse humaine fantastique. Et parce que les professionnels savent qu'ils font ça et qu'ils ont en responsabilité l'aide à ces personnes, pendant des années, ils se sont tus. Ils n'ont pas dit que ce qu'ils faisaient et ce qu'on leur faisait faire n'était pas digne de ce que l'on devrait faire pour les personnes âgées. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous décidé de dire les choses. Et donc, il faudra maintenant autre chose
que des réponses techniques, voire technocratiques, autre chose que des médiateurs, autre chose que des commissions, autre chose que du refus d'écoute. Madame Buzyn ne prend pas la mesure, absolument pas, la mesure de la situation. Ça peut être compréhensible. Madame Buzyn refuse de nous recevoir, refuse de dialoguer avec nous. Nous demandons à la voir et au-delà, nous demandons à voir le président Macron parce que le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande n'ont pas fait suffisamment, mais chacun d'entre eux a fait avancer le dossier, les uns après les autres. Ce que nous demandons aujourd'hui au président Macron, c'est pas de dire avant ça ne valait rien et aujourd'hui tout est merveilleux, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas merveilleux dans les deux personnes âgées. Ce que nous lui demandons, c'est de reprendre ce qu'ont fait ses prédécesseurs et d'aboutir sur ce dossier. Daniel Chassaing, c'est vrai que les gouvernements successifs, finalement, ne sont pas parvenus à résoudre cette crise, ou du moins à l'anticiper. Est-ce qu'il faut repenser aussi le financement aujourd'hui de la dépendance et de absolument. Si vous voulez, je m'excuse de reprendre un petit peu l'adaptation de la société au vieillissement. Bon, on a enterré, si vous voulez, le 5e risque. Bon, ça c'est enterré, on le sait maintenant. Et il y a eu des crédits qui ont été mis à domicile, oui, mais on pourrait y revenir. On peut dire la vérité. On pourrait y revenir. On peut y revenir. Enfin, branche de la sécurité pour l'instant, ça a été enterré. sociale. On en entend parler comme ça. Ou la création d'un impôt supplémentaire, c'est aussi une piste qui a été évoquée par vos collègues députés. Alors attendez, donc pour l'instant, on critique Madame Buzyn. Bon, moi, j'attends de voir parce que en 8 mois, elle a appliqué le budget qui a été voté par l'équipe précédente. Donc maintenant, elle a préparé un budget, elle consulte, elle a mis des groupes de travail avec des syndicats, c'est ce que j'ai lu au travail. Elle a aussi mis un député pour essayer de faire le point. J'attends. Pour l'instant, on parle de milliards aujourd'hui. On peut dire qu'il y a eu des projets, donc des places d'accueil de jour, des places temporaires. Tout ça, ça va dans le bon sens. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec M. Chanvert, avant de faire intervenir d'autres personnels, le psychiatre, le médecin, le psychologue, il faut que la base du travail, ça fait. La base, c'est le change quand les gens en ont besoin, prendre le temps de manger, pouvoir les faire marcher, pouvoir les amener sans aller trop vite au réfectoire, pas en poussant le chariot pour arriver à... Un minimum de respect, de dignité, effectivement. Donc, pour cela, je termine, dans l'avenir, il faut qu'il y ait davantage de personnel, d'abord d'aides-soignants et d'infirmières. Bien sûr, actuellement, on est à 0,6 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire 0,6 pour 1. Et les handicaps, c'est 1 pour 1. Moi, je ne demande pas d'aller à 1 pour 1 tout de suite. Mais il faudrait déjà qu'on puisse aller assez rapidement à 0,7 ou 0,8 d'encadrement, et notamment des postes en plus d'aide-soignants et d'infirmières. Je rajoute juste une chose. Je m'excuse, parce que même si le budget soins de l'État augmente, il faut que les départements puissent mettre 30% pour les aides-soignantes. Et actuellement, il y a des départements qui ne pourront pas. Donc, il faudrait que toutes les aides-soignantes soient financées. Ils financent déjà beaucoup de dépenses sociales. Alors, votre réaction, Sophie Pollion? Oui, ma réaction, c'est effectivement de reprendre ce qu'a dit M. Chanvert, c'est-à-dire que les différents gouvernements se sont un petit peu passé le relais en essayant de répondre à ce chamboulement de la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on finit par se prendre de plein fouet parce qu'on n'a certainement pas les uns après les autres été à la hauteur. Mais il faut qu'il y ait à nouveau ce bâton qui soit repris pour franchir une nouvelle marche. La loi que vous citez pour accompagner la société dans le vieillissement, elle a été votée à l'unanimité, elle a porté un certain nombre d'éléments positifs à domicile. Elle a choisi, parce que peut-être on ne pouvait pas faire tout à la fois, de porter le principal effort sur l'aide à domicile. Mais il reste encore beaucoup à faire. Oui, même à domicile. Il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes d'accord. Donc, je crois qu'effectivement, la ministre de la Santé, le gouvernement, le président de la République doivent prendre en considération et prendre conscience que maintenant, il faut une loi pour les EHPAD qui puisse donner des garanties sur le moyen et le long terme pour se fixer un objectif d'encadrement
raisonnable, 1 pour 1, fixé en combien de temps on le fait. Je pense que les professionnels attendent ça aussi pour retrouver confiance. Et évidemment, tout le monde sait qu'on ne peut pas faire venir des effectifs comme ça. Il y a personne n'a de baguette magique. Une politique juste, mais voilà, mais des engagements financiers qui soient un petit peu clairs sur les années à venir. Et ça, aujourd'hui, on n'en a pas le début de la moitié du début. Parce qu'on a le sentiment dans les EHPAD. Il faut quand même que le gouvernement arrive. Hein. Ça fait 8 mois. Jean-Marc Coulier, on a le sentiment qu'on travaille à la chaîne. Et c'est ça qui est grave. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça date depuis des années. Voilà. Moi, je dis que la qualité, on a le sentiment que ça laisse à désirer. On est plus dans le business, comme on peut dire entre parenthèses, si j'ose dire cela. On a le sentiment de travailler dans des usines à vieux. Puis les résidents arrivent. Vous parlez d'un véritable enjeu. Voilà. Et donc, il faut tenir compte de ça parce qu'on s'occupe avant tout d'êtres humains. Ça, il faut bien le signaler. On ne s'occupe pas d'un bouquet de fleurs en disant, voilà, on t'arrose et on te met de côté. On s'occupe des résidents, de nos mamies. Donc, il faut que le gouvernement prenne conscience de tout cela. Ça, c'est important, ça. Nous, en tant que soignants, si on n'a pas les moyens techniques pour travailler, ben, ça perdura toujours. On sera toujours dans ce processus-là. Voilà, on travaille à la chaîne. Tu as fini, mets-toi de côté, je reprends quelqu'un d'autre. Et voilà, et ça, c'est violent. Ça, c'est très, très violent. Vous vous rendez compte, les personnes âgées dans les EHPAD de Paris ont un degré de dépendance supérieur à la moyenne nationale. C'est alarmant. Et avec des questions démographiques qui vont accentuer ce phénomène. Je vous parlais justement d'un véritable problème sociétal, un problème éthique. Est-ce que si on a fermé aussi les yeux sur cette société vieillissante, ça arrange aussi... D'abord, ce n'est pas un problème, mais on est dans une société qui est profondément agiste. L'agisme, c'est une discrimination, du même ordre que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie ou le sexisme. Si je tiens ici des propos racistes, sexistes ou antisémites, je serai poursuivi, et tant mieux. Si je dis je suis ravi d'être interrogé par une jeune journaliste, c'est un compliment. Parce que si vous étiez une vieille journaliste, ce serait une insulte. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Lutter contre le sexisme, c'est faire que les femmes aient le même droit que les hommes. C'est pas faire que être un homme soit une insulte. Or, on est dans une société aujourd'hui profondément agiste. Ce qui explique cela, ou plutôt, ce qui explique que l'État a autant de difficultés à aller jusqu'au bout, on le disait tout à l'heure, tous les gouvernements ont fait un pas en avant. Pourquoi ils ne sont jamais allés jusqu'au bout du dossier? Parce qu'il y a toujours plus important. Il y a toujours plus important que les vieux. Ce qu'il faut, c'est d'abord que le président de la République ait une parole forte sur ce qu'est la place des vieux dans la société et ce qui est la place du vieux en chacun de nous. Nous sommes tous jeunes et vieux, quel que soit notre âge. Le président a une parole forte sur la lutte contre le sexisme, à travers les violences faites aux femmes et les harcèlements. Vous attendez la même chose ? Parce qu'il est le chef de l'État, donc le chef de la nation, il faut qu'il ait une parole forte sur l'agisme. Déjà ça, c'est un point de départ. C'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons le rencontrer, lui. Après, comme cela a été dit, il y a des mesures d'urgence à mettre en œuvre rapidement. Et puis, il y a des perspectives à donner. Je rappelle quand même que l'État a déjà dit en 2007 que le ratio, je suis d'accord avec M. Chassaing, entre 8 et 10 pour 10, il serait atteint en 2012. On est aujourd'hui en 2018. Donc l'État a pris beaucoup de retard. Mais il faut qu'il y ait des perspectives qui soient données. Mais il faudra que les choses changent aussi concrètement dès à présent. Parce que nous ne nous satisferons plus d'un État qui nous dira... Vous verrez, dans 10 ans, ça ira mieux. Monsieur Macron n'est pas responsable des retards. Sur ce plateau. Monsieur Macron n'est pas responsable des retards, mais il va être responsable de la réponse à apporter. Est-ce qu'il faut une modification de la loi, des réponses législatives, justement, à ces difficultés rencontrées par les EHPAD? Génial Chassaing. Oui, moi j'ai confiance avec Madame Buzyn. Je pense qu'elle sera à l'écoute après que ses services, les groupes de travail qu'elle a mis en place, la députée qui est en train de gérer aussi ce problème. Et je pense qu'elle va découvrir, peut-être qu'elle l'a pas complètement découvert, qu'elle va découvrir que maintenant, en EHPAD, la base de gérer les personnes âgées de façon qu'elles soient en bien-être, il faut absolument
la base, c'est augmenter le nombre d'aides-soignantes et d'infirmières. Ça, c'est la base. Ça pourrait passer par un nouvel impôt aussi pour sensibiliser les Français aussi à cette question du financement de la dépendance. Si on monte ça nous concerne tous. Hein. Si on monte à 0,8, j'avais fait le calcul tout à l'heure, il faut 80 000 personnes en plus. Ça fait presque 3 milliards d'euros. Bon, voilà, il faut le dire. Écoutez, il y a 4 milliards d'euros, mais je pense que petit à petit, il faudra progressivement augmenter ces personnes. Il y a entre 4 et 5 milliards d'euros, excusez-moi de le rappeler, qui ont été fléchés en déduction d'impôt sur la grande fortune. Donc ça, c'est un choix que le gouvernement a fait. Donc il y aurait de quoi financer et je pense qu'il y aurait de quoi aussi faire en sorte que le gouvernement prenne des engagements puisqu'il y a davantage de croissance qu'attendu, donc des recettes fiscales qui n'étaient pas inscrites au budget, qui pourraient être mobilisées sur un plan EHPAD ou sur un plan aide à domicile. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui doivent être prises rapidement. D'abord, les contrats aidés qui n'ont pas été renouvelés parce que c'est quand même des gens qui peuvent être là et qui peuvent aider. Deuxièmement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai visité l'EHPAD à Fresnes, c'est aussi l'incapacité des agents et des soignants à se former, parce qu'ils n'ont pas le temps. S'ils vont se former, alors ils ne sont plus là, et donc ça crée une véritable crise. Donc peut-être un fonds de remplacement, que les EHPAD n'aient pas à prendre ça sur leur budget, mais un fonds de remplacement pour financer les formations des agents, parce que c'est aussi intéressant. Les prises en charge médicales évoluent, donc il faut que les gens puissent se former et aussi puissent échanger entre eux sur leurs pratiques professionnelles. Quand on est en situation de tension comme cela au quotidien, on a aussi besoin de temps d'échange avec ses collègues. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en place. Plan aussi d'urgence sur les conditions de travail. Il y a des accidents de travail, des taux d'accidents de travail qui sont 2 ou 3 fois plus que dans la moyenne des autres activités. Il y a des choses d'urgence qui peuvent être mobilisées rapidement et je pense que c'est très important que l'État y vienne en plus d'engagement sur le moyen terme. Ce qui est alarmant, c'est le fait de voir que dans les EHPAD, en général, le peu de temps qu'on peut accorder aux résidents, et c'est ça qui me tue, quoi. Donc, parce que, bon, le métier qu'on fait, c'est un métier, monsieur, c'est un métier formidable. Voilà, la communication, transmettre de l'énergie aux résidents, voilà, tout ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais lorsque vous venez dans votre service et vous avez déjà en tête que, bon, voilà, lorsque je prendrai mon poste, je n'aurai pas le temps de dire grand-chose à Madame Dupont, parce qu'il faut aller vite, parce que, imaginez-vous, on nous impose, par exemple, 10 minutes pour faire une toilette. En 10 minutes, si vous faites la toilette de Madame Dupont, qui est de mauvaise humeur, qui n'a pas envie trop de se laisser faire, vous perdez un temps fou. Et vous en avez d'autres résidents qui attendent. Dans mon EHPAD, on n'a pas pu lever 3 personnes. 3 personnes, on a appelé les familles, mais on n'a pas pu les lever parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de problèmes, et voilà. Ça n'est pas acceptable. Donc, si vous voulez, il faut faire le point concrets, et puis progressivement augmenter les aides-soignantes et infirmières. Je le répète toujours la même chose. Merci Daniel Chassaing, merci Sophie Taillé-Polian. On n'a plus beaucoup de temps. Merci Jean-Marc Poulier, merci à vous Pascal Chambert d'être venu témoigner sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, Emmanuel Macron attendu de pied ferme en Corse. Le chef de l'État se rend demain sur l'île de Beauté pour un hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans, mais aussi pour préciser son projet politique face aux revendications de l'exécutif corse. Samedi, les nationalistes ont manifesté, une démonstration de force pour mettre le gouvernement sous pression. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Oriane Mancini et Quentin Calmi. C'est cette image que les nationalistes voulaient afficher samedi. Le cours Napoléon, principale artère d'Ajaccio, remplie de milliers de manifestants. Un moyen pour le leader autonomiste Gilles Simeoni de faire monter la pression sur le président de la République avant sa visite mardi. Vous savez que la semaine dernière, nous avions été reçus à Paris par le Premier ministre, entouré du ministre de l'Intérieur et de Mme Gouraud, le premier jour, par le président du Sénat le deuxième jour, et qu'au terme de ces 2 jours d'entretien, c'était une fin de non-recevoir pratiquement totale qui nous avait été opposée. Nous savions que si la position de l'État restait celle-là,
on allait aller forcément vers une position d'impasse politique et de blocage, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons le dialogue, nous voulons des perspectives politiques. Et donc aujourd'hui, nous avons mobilisé largement dans toute la Corse, de façon pacifique. Et je crois que c'est un message qui peut et qui doit être entendu, y compris par le président de la République. Le président de la République, ses manifestants avaient un message à lui adresser 1 mois et demi après la victoire des nationalistes aux élections territoriales. Qui prennent conscience de la réalité du terrain et qui nous écoutent un petit peu différemment et qui sortent un peu de son, comment dirais-je, de son approche un peu monolithique et jacobine de la société. Avec également des revendications très concrètes pour ces manifestants. Il faut que le gouvernement et l'État, quel qu'il soit, répondent favorablement à l'ensemble des demandes importantes pour le peuple corse, notamment la langue corse officielle, notamment le statut des résidents, notamment un statut fiscal et surtout un élargissement des compétences vers un véritable statut d'autonomie à court terme. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron. Sa visite ici mardi promet d'être particulièrement scrutée par les manifestants de samedi dernier. Justement, on va retrouver Oriane Mancini avec Quentin Calmet depuis Ajaccio. Oriane, nous le disions, Emmanuel Macron entame demain une visite de 2 jours sur place. C'est une visite inédite. Il sera accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, de Madame Corse, la secrétaire d'État Jacqueline Gouraud, mais aussi Marlène Schiappa. Que peut-on attendre, Oriane, de cette visite ? C'est une visite sensible pour Emmanuel Macron et d'ailleurs le programme détaillé de son déplacement n'a été communiqué que très tardivement par l'Elysée, moins de 24 heures avant l'arrivée du chef de l'État sur l'île. Cette visite, elle se déroulera donc en 2 temps. Le temps de la commémoration d'abord, puisque demain matin, il rendra hommage au préfet Erignac, 20 ans jour pour jour après son assassinat. Il se rendra dans la rue où le préfet a perdu la vie pour inaugurer une place à sa mémoire. Puis viendra la partie politique de cette visite avec en point d'orgue un grand discours du chef de l'État. Ce sera mercredi à 15h30 à Bastia. Discours au cours duquel il livrera sa vision politique de l'île. Lui qui ne s'est pas exprimé sur la question corse depuis son arrivée à l'Elysée. Et puis l'autre temps fort politique de ce déplacement, ce sera la rencontre entre Emmanuel Macron et les 2 dirigeants nationalistes, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamone, qui demandaient à dialoguer directement avec le chef de l'État. Emmanuel Macron les a entendus. Il se rendra à la collectivité territoriale pour les rencontrer mardi à 19h. Les 2 dirigeants qui devraient lui remettre une résolution votée par l'Assemblée de Corse dans la nuit de vendredi à samedi. Résolution qui reprend les principales revendications nationalistes et qui a été amendée et votée par les 6 élus macronistes. Certains y ont vu alors un message du chef de l'État, mais leurs espoirs ont vite été douchés par les déclarations de Christophe Castaner qui a dit que ce n'était pas la position officielle de la République en marche et que cette position c'était celle du discours prononcé par le candidat Emmanuel Macron à Fouriagne en avril dernier. Un discours qui avait été salué par les nationalistes modérés puisqu'Emmanuel Macron y reconnaissait une très grande spécificité de la Corse, allant même jusqu'à envisager alors une modification de la Constitution. Tous espèrent donc ici que durant ces 2 jours, les actes du président Macron seront en adéquation avec le discours du candidat à la présidentielle. Merci beaucoup, Oriane. Il était ministre de l'Intérieur en 1998 lors de l'assassinat du préfet Erignac. Il est aujourd'hui à la tête de la Fondation de l'Islam de France. Jean-Pierre Chevènement est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour, Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de se rendre en Corse demain? Alors, madame, vous m'aviez invité pour vous parler de la fondation Nous allons en parler, de l'islam de France. Là, vous me parlez de la Corse. Entre la Corse et l'islam, je ne vois qu'un seul rapprochement possible. C'est la tête de mort qui est sur les drapeaux nationalistes. Hein. Je dirais que pour ce qui est des musulmans vivant dans l'île, ils sont quand même très heureux que l'île appartienne toujours à la République, qu'il puisse être défendu par les institutions et par la force publique. La Corse appartient à la République, c'est le message que doit délivrer le chef de l'État demain, c'est ça? Je ne doute pas que c'est le message qu'il délivrera. C'est la réalité politique et constitutionnelle. Et s'il va en Corse demain, c'est d'abord pour rendre hommage au préfet Erignac, 20 ans après son lâche
assassinat. Vous étiez ministre de l'Intérieur à l'époque. Je ne l'ai pas oublié. Il a donc raison, le chef de l'État, de se rendre demain, de rencontrer les dirigeants nationalistes demain? Il a doublement raison. D'abord pour commémorer le sacrifice de ce grand préfet, qui est le seul à avoir été assassiné depuis Jean Moulin. Et puis d'autre part parce qu'en Corse, il est chez lui. Il est le président de la République. Quel message doit-il délivrer aux Corses, à la population corse demain? Alors, pourrions-nous parler un peu de la Fondation de l'Islam de France? Absolument. Mais néanmoins, juste un dernier mot. On sait que c'est une question que vous connaissez bien. Quel message, selon vous, le chef de l'État doit délivrer demain? Un message de confiance en la France. Très bien. Voilà, un tout autre sujet, maintenant l'Islam de France. Vous présidez, on l'a dit, la Fondation pour l'Islam de France depuis un an, une fondation qui existe depuis un an. Vous avez rendu la semaine dernière vos premières conclusions et vous proposez notamment la création d'une université pour former les imams. La formation des imams, c'est un des problèmes les plus cruciaux de la question. Alors, on ne peut pas prendre le problème par ce bout-là. Il faut d'abord dire que la Fondation de l'Islam de France est une réponse, parmi beaucoup d'autres, au défi que nous jette l'islam radical. C'est une réponse par la culture, par l'éducation et par des actions sociales. Nous ne sommes pas une fondation religieuse. Nous sommes une fondation laïque, dont l'objet est par conséquent de répondre aux défis que représente l'idéologie salafiste et d'y répondre par la culture, par la promotion de chemins d'élévation sociale, intellectuelle, morale, culturelle. Et je vais énumérer 3 domaines dans lesquels nous agissons: la formation des imams, la formation profane, le soutien à l'islamologie, à la recherche dans un domaine où nous avions eu jadis une très grande école d'orientalistes, et puis des actions en matière culturelle et sociale. Tout cela parce que notre but à moyen terme, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans notre pays un islam qui soit un islam cultivé, avec des imams formés à Bac+5, comme le sont les curés, les rabbins, les pasteurs. Cette formation des imams dont vous parlez, comment peut-elle se faire? Il faut une université. C'est ça qui n'existe pas actuellement. Il y a actuellement 18 diplômes universitaires qui s'intitulent Laïcité, Société, Religion. C'est une initiation aux règles de la République et à la laïcité. Donc nous donnons des bourses pour prendre en charge une partie des frais de formation. Disons qu'il y a à peu près 500 étudiants. Tous ne sont d'ailleurs pas de futurs imams. Il y a des aumôniers, des cadres d'associations, et il y a même des curés, des futurs curés, des rabbins, des pasteurs, des gens assez divers. Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de leur donner cette formation profane. Ensuite, nous avons des formations qui visent à améliorer la maîtrise du français. Parce qu'il est important que les imams, autant que possible, parlent français. Parce que la plupart Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, d'après les chiffres qui m'ont été communiqués, ce n'est pas le cas pour la majorité. Alors qu'ils parlent arabe, c'est tout à fait naturel, puisque l'arabe est la langue du Coran. Mais pour le prêche du vendredi, il serait bon qu'il soit dit en français. Puis alors, troisièmement, nous soutenons l'islamologie à travers des bourses au doctorat, au master. Nous permettons la traduction d'ouvrages d'auteurs réformistes, par exemple, ou de manuels académiques, de l'anglais, de l'allemand vers le français. Nous faisons en sorte que des réseaux puissent se développer de formateurs et de chercheurs. Et enfin, nous lançons un campus numérique qui a pour but de faire comprendre que la civilisation européenne, la civilisation musulmane, se sont développées non pas seulement de manière conflictuelle, mais aussi par des échanges réciproques, féconds. Par exemple, le mot algorithme vient de l'arabe. Qui le sait? Les découvertes en matière d'astronomie ont été faites par Ulugh Beg avant Copernic. Peu de gens le savent. 2000 mots français viennent de l'arabe. Bon, je pourrais énumérer. Tout ça, c'est donc pour changer les modalités. Dans les propositions concrètes que vous formulez, une taxe sur le halal pourrait remplacer les financements étrangers. Ça, vous y seriez favorable? Alors, je pense qu'un des problèmes qui se pose, c'est que si on veut favoriser une formation à Bac+5 des imams, il faut aussi les rémunérer.
et ils ne le sont pas correctement aujourd'hui, sauf une toute petite partie d'entre eux. Plutôt que des financements étrangers, trouver des sources de financement. En effet, une redevance sur le marché du halal, qui représente 5 à 6 milliards d'euros, pourrait permettre, je dirais, de mieux financer la rémunération et la formation des imams, qui est un enjeu tout à fait important. Et sur l'organisation de l'islam de France, justement, c'est le nom de votre fondation. Concrètement, comment avancer sur l'organisation de cet islam de France? Est-ce qu'il faut, oui ou non, toucher à la loi de 1905 ? Alors, s'agissant de la Fondation, il n'y a pas besoin, puisqu'elle rentre dans le cadre de la loi de 1905. S'agissant de l'organisation de l'islam aujourd'hui. Son conseil d'orientation, qui réunit 36 personnes, s'est réuni à 4 reprises, beaucoup plus, je dirais, que ce à quoi nous sommes tenus par rapport au statut. Donc nous travaillons. La Fondation est sur les rails. Absolument. Jean-Pierre Chevènement, faut-il, oui ou non, toucher à la loi de 1905 ? Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par exemple, la proposition que j'ai faite, qui appartient à l'Université de Strasbourg, mais d'une faculté musulmane, de théologie musulmane à la faculté de Strasbourg. Il y a actuellement une faculté de théologie catholique, une faculté de théologie protestante. Pourquoi n'y aurait-il pas une faculté de théologie musulmane ? Et croyez-moi, d'après les meilleurs spécialistes, consultez le jurisclasseur des cultes en Alsace-Moselle, c'est tout à fait clair, il n'y a pas besoin de toucher à la loi de 1905 pour cela. Mais par contre, ça permettrait d'avoir un chapeau universitaire par rapport à la formation des imams qui, assurée à la base, n'est peut-être pas suffisante. Mais alors justement, comment la France, comment la République peuvent mieux intégrer l'islam sans toucher à la loi de 1905, sans toucher à la loi de séparation de l'Église et de l'État ? Vous savez, la laïcité suffit. La laïcité dit que chaque religion... La laïcité aujourd'hui se suffit elle-même, oui. La laïcité permet à chaque religion de s'exprimer. Chacun peut avoir des opinions religieuses. Simplement, il y a un espace commun qui est celui de la citoyenneté où chacun est invité à s'exprimer de manière argumentée et pas à la lumière de la révélation qui lui est propre. C'est ça la laïcité. Donc si on l'expliquait bien, mais on la confond souvent, par exemple, avec l'athéisme ou l'agnosticisme. C'est une erreur fondamentale que commettent des gens qui sont en principe des spécialistes. Mais ce n'est absolument pas le cas. La laïcité n'est pas contre les religions. Elle permet à toutes les religions de s'exprimer. Est-ce qu'Emmanuel Macron, est-ce que le chef de l'État doit s'exprimer justement sur la laïcité ? Il avait déjà évoqué une forme de radicalisation de la laïcité. Est-ce qu'il faut qu'il s'exprime plus fort, plus fermement sur cette question ? Écoutez, c'est une décision qui appartient au chef de l'État. Ce n'est pas à moi de me substituer à lui, ni sur ce sujet, ni sur d'autres. Non, mais est-ce que vous pensez que sa parole est attendue là-dessus ? Je pense qu'il faut surtout expliquer la laïcité qui est mal comprise. Parce que la loi de 1905, par exemple, elle n'emploie pas le mot laïque. Le mot laïque, vous le trouvez dans la loi scolaire de Jules Ferry de Goblet, plus précisément, en 1886. C'est par l'école que le mot laïcité pénètre dans notre vocabulaire juridique. Donc il y a un lien, si vous voulez, entre les Lumières, la Révolution, la souveraineté nationale, le peuple souverain, le citoyen, capable de juger par lui-même, et l'école, car c'est l'école qui forme le citoyen. Donc la laïcité, elle a quelque chose à voir avec l'école, vous le savez bien, c'est dans le langage public, l'école laïque. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Et ce n'est pas contre la religion, c'est au contraire pour permettre la coexistence civilisée de toutes les religions. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Chevènement d'avoir répondu aux questions. Merci. Merci à vous. Merci Jean-Pierre Chevènement, merci Saveria. Le compte à rebours a commencé pour la France qui accueillera les JO en 2024. Pour cet événement planétaire, notre pays doit se doter de nombreux équipements pour les athlètes. Une piscine olympique doit être construite en Seine-Saint-Denis. Pour les journalistes, un village média doit sortir de terre au Bourget. Et puis pour le public, de nouveaux transports avec le Grand Paris Express. Mais le chantier a pris du retard et pourrait coûter plus cher que prévu. Fabien Riquer. Les anneaux olympiques ne sont pas encore tout à fait assemblés, mais la ville du Bourget se prépare déjà activement au jeu. Le parc sportif du Bourget accueille le pavillon du badminton et le site d'entraînement de la compétition, mais également le site du volleyball et, plus loin encore, le stand de tir. 80 millions d'euros d'aménagement financés par le comité olympique, avec à la clé un parc sportif entièrement rénové qui bénéficiera aux 16 000 habitants du Bourget et devrait redessiner le quartier en profondeur.
C'est ici que rentreront les spectateurs, les athlètes sur les 3 épreuves olympiques qu'accueillera Dugny et le Bourget. Et donc cette école, c'est un des enjeux majeurs pour nous aujourd'hui, cette école-là sera démolie, elle sera reconstruite sur une partie du parc sportif. Une école toute neuve, financée là aussi grâce à la manne olympique. Prévoir un héritage durable au-delà des Jeux, l'argument était au cœur de la candidature de Paris 2024. De l'autre côté de l'autoroute A1, sur la commune partenaire de Dugny, c'est un tout nouvel écoquartier qui doit sortir de terre. Nous sommes sur un terrain qui s'appelle l'Air des Vents, qui accueillera le village des médias. Des logements pour 4000 personnes, juste à côté du Parc Expo, qui abritera le futur centre de presse des Jeux. Et pour acheminer les 24 000 journalistes attendus, le maire compte fermement sur la ligne 17 du Grand Paris Express. J'ai du mal à penser qu'on saura quand même à faire venir les journalistes avec le seul RER B. On a besoin d'une gare de la ligne 17 devant le Parc des Expos, ce qui sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais la livraison de la nouvelle ligne en 2024 est désormais incertaine. Un rapport de la Cour des comptes ayant pointé les dérapages financiers du futur supermétro, et la ministre des Transports a exprimé publiquement des doutes quant au calendrier initial. La commune a pourtant engagé des travaux d'aménagement à hauteur de 6 millions d'euros. On aménage une gare routière pour mieux organiser le réseau de bus, réussir l'interconnexion entre le bâtiment RER actuel, la gare du T11 et derrière la gare du T11 demain, une des gares du Grand Paris Express. Une gare qui verra donc bien le jour, mais sera-t-elle prête à temps pour les JO ? Si le Premier ministre s'est voulu rassurant vers les élus de Seine-Saint-Denis, rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer. Je pense qu'ils auront terminé à cette période-là, non ? C'est jusqu'en 2024, non ? J'ai des doutes. Ce serait primordial pour le bon déroulement des Jeux Olympiques et pour le développement de ce territoire. Une ville aujourd'hui entièrement tournée vers 2024, malgré les points d'interrogation. Mais s'ils veulent partager le rêve olympique, les habitants du Bourget attendent surtout de nouvelles infrastructures et une amélioration de leur cadre de vie. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 sur la préparation des Jeux Olympiques, alors que le texte sera examiné demain dans l'hémicycle du Sénat. Mes invités sur ce plateau, Céline Terrier-Laurence, bonjour. Vous êtes urbaniste pour la société Solidéo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. C'est l'organisme d'État qui est en charge justement de la livraison du village olympique et des équipements sportifs. Merci d'être avec nous. Face à vous, Michael Alosio, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du Comité olympique pour Paris 2024. Vous êtes vous-même ancien champion de France de taekwondo. Merci d'être avec nous. Jean-Jacques Lozach est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur socialiste de la Creuse. Vous faites partie du groupe d'études du Sénat sur les pratiques sportives et les grands événements sportifs. Et Jean-Raymond Hugonnet, bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains de l'Essonne. Vous appartenez à ce même groupe d'études au Sénat. Première question pour vous, Céline Terrier-Laurence, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la France. Est-elle en retard? A-t-on pris justement du retard pour les délais de livraison? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Écoutez, la Solidéo a été créée il y a un mois, mais nous n'avons pas attendu la création de cette société de livraison des ouvrages olympiques pour avancer. Pendant 2 ans et demi de candidature, on a préparé un dossier technique très, très bien ficelé, ce qui nous a permis de prendre quand même un certain nombre d'avances sur les procédures, notamment d'urbanisme. On parle de délai et surtout, nous avons fait un choix, c'est-à-dire de se caler dans la planification prévu dans l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on a prévu un village olympique à un endroit où il y avait déjà des opérations d'aménagement prévues. Pareil pour le village des médias, pour les journalistes. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire effectivement, c'est livrer un certain nombre de logements, à peu près 4000, 4500 logements en 6 ans, ce qui est rapide. Et la loi olympique dont on va parler pourra nous aider à faciliter certains processus. Vous partagez cette confiance, Michael Alosio? Alors, je vais même être un peu plus optimiste encore que Céline. À l'échelle des Jeux Olympiques et Paralympiques, on est parfaitement dans les temps. On avait jusqu'à mi-février pour créer le comité d'organisation des Jeux. On était prêt sur les statuts dès la fin de l'année. La Solidéo a été créée dès la fin de l'année, ce qui est à l'échelle de ce type d'événement extraordinaire. On a aussi beaucoup moins d'équipements sportifs et beaucoup moins d'équipements à construire que les autres éditions des Jeux. On est dans un rapport de entre 10 et 12 fois moins d'équipements que sur les éditions précédentes. Donc on est parfaitement dans les temps par rapport à tout ce qui s'est fait. C'est d'ailleurs un argument qui a plaidé en faveur de la candidature de la France, qu'il n'y ait pas beaucoup d'équipements sportifs. Oui, c'est vrai que certains pays partaient carrément d'une page blanche. Nous, on a 95% de sites qui seront existants ou temporaires. Donc ça nous donne une certaine sérénité. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer rapidement dans nos projets. Mais en tout cas, à l'échelle de ce type de très grands projets, on est parfaitement dans les clous. Alors pour que la France soit prête, Jean-Jacques Lozach, il y a cette loi olympique déjà adoptée par vos collègues députés. Dans quel contexte arrive-t-elle au Sénat ?
Donc vous voyez, même sur le plan législatif, les choses vont très très vite. Le 13 septembre, c'était hier, nous sommes début février. Qui plus est, nous sommes en procédure accélérée, donc il y aura une seule lecture au Sénat, une seule lecture à l'Assemblée nationale. Je crois d'ailleurs que la date de la CMP, comme on dit, la commission mixte paritaire, a été arrêtée ces jours-ci. Donc à la fin du mois de février, nous serons fixés en ce qui concerne le contenu de cette loi olympique, qui va permettre là aussi de mettre en place de façon satisfaisante à la fois les équipements, les infrastructures, mais également à côté l'organisation, c'est-à-dire le fonctionnement de cet événement planétaire que constituent les Jeux Olympiques. Cette loi va permettre de nombreuses dérogations en termes d'urbanisme. On sait que certains ont dit que c'était un peu aussi une loi sur mesure, dictée par le CIO, Jean-Raymond Hugonet. Oui, avec les états de service de mon voisin, je vais faire attention à ce que je dis. Le taekwondo, j'ignore tout du taekwondo. Mais plus sérieusement, effectivement, le délai de 6 ans est à la fois, comme l'a dit précisé Philippe Bas, le président de la commission des lois, est assez long mais relativement court en fonction des délais et des lenteurs de de l'urbanisme en France. Donc, pour construire une piscine, un stade de moyenne taille et des logements, il faut s'y prendre bien à l'avance et heureusement avec des mesures dérogatoires parce que sinon on percuterait les objectifs, ce qui n'est pas le cas. Tony Estanguet est venu l'expliquer en audition à la commission culture à laquelle j'appartiens de façon très claire et très précise, et je le dis très sereine également, pour montrer qu'on est tous derrière ces jeux, et je crois que l'examen en commission également l'a montré, il y a de grandes convergences de vues là-dessus, mais l'urbanisme est un sujet majeur, et en dehors de la loi sur les Jeux Olympiques, un vrai sujet dans notre pays. Il n'y a pas de voix discordante, selon vous, puisqu'il y a quand même des dérogations en matière d'urbanisme, je le disais, avec justement ces procédures accélérées et sur des possibilités de recours assez faibles, notamment en ce qui concerne les expropriations. Très sincèrement, on a des garde-fous en France. La loi, elle n'est pas anticonstitutionnelle. On a un droit communautaire qui est très encadré en matière d'environnement, en matière de concertation. Donc, en fait, cette loi, elle accélère des processus, comme on disait. Elle ne les bafoue en rien. Donc, c'est vraiment très important. On s'est vraiment calé dans cette vision-là. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre l'ensemble des services de l'État, des procédures, vous savez, quand on dépose un permis de construire, les instructions sont parfois longues, etc. C'est aussi une manière de mettre tout le monde en mouvement pour livrer à temps. Mais par exemple, sur la concertation, on a prévu une concertation électronique. Ça n'empêchera pas de faire des réunions publiques auprès des gens, mais ça gagne du temps. Ça permet à tout le monde d'aller voir sur Internet, d'avoir de l'information qui est facilitée. Jean-Jacques Lozach, sur ce point. Le Sénat n'a pas toujours été forcément d'accord justement avec les règles édictées par le CIO. Mais c'est-à-dire que ce texte-là, c'est, je dirais, la continuité par rapport à la candidature de Paris et je dirais la candidature de la France à l'organisation de ces Jeux Olympiques. Donc il est vrai que nous agissons et notre droit d'amendement s'en trouve assez limité. C'est vrai, c'est un texte très technique, très juridique. Nous agissons en quelque sorte sous le contrôle du Comité international olympique. C'est l'application de l'article 33 de la Charte olympique. Donc il y a eu ce contrat qui a été signé par le CIO, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et la ville hôte, donc la ville de Paris, avec à côté tout un ensemble d'engagements qui ont été pris par l'État français. Donc maintenant, il s'agit de mettre en œuvre ces engagements-là. Mais c'est vrai que le texte, c'est en quelque sorte une addition de dérogations afin d'être prêt le jour J. Dérogation au code de l'environnement, au code de l'urbanisme, au code civil, au code du sport, aux règles de la publicité. Mais tout ça, ce sont des dispositifs absolument indispensables pour être prêts en 2024. Alors, on évoquait l'audition de Tony Estanguet au Sénat. Eh bien, il y a pour lui un sujet qui inquiète, c'est la question des transports. On l'écoute. Nous, dans notre dossier de candidature, on a plutôt mis en avant l'excellent réseau de transport et un certain nombre de programmes qui étaient en cours et qui seraient livrés pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Donc c'est sûr que pour nous, ça va être une difficulté forte si certaines lignes, notamment, ne sont pas livrées à temps. On pense à la ligne 17, qui va desservir le territoire du Bourget, notamment, qui est vraiment pour nous un noyau très important de l'organisation de ces Jeux.
Donc voilà, comme vous le dites, on a peu d'influence quelque part sur ce sujet. Voilà, moi, je me suis permis quand même d'écrire au président de la République et au Premier ministre sur la question, pour dire combien ce réseau des transports était déterminant dans la réussite opérationnelle de ces Jeux olympiques et paralympiques. Alors, Michaël Aloysieux, depuis cette audition, il y a eu une intervention du Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que vous êtes un peu rassuré, justement, sur ces dessertes, ces lignes 17 et 18 ? Ça doit desservir, on le rappelle, le village média au Bourget. Oui, alors pour nous, c'est vrai que c'est important ce programme de transport. Donc on suit avec attention les décisions qui seront prises et les annonces qui seront faites dans les prochaines semaines. Je voulais juste revenir sur un petit point que vous avez abordé précédemment, sur les questions des expropriations, du côté un petit peu dérogatoire de la loi. Céline Terrier-Laurence le rappelait tout à l'heure, il y a eu un travail de fond qui a été effectué pendant 2 ans avec l'ensemble des collectivités publiques. Justement pour déterminer un peu quelles étaient les infrastructures prioritaires. C'est important de le valoriser. Il n'y a pas d'expropriation de particuliers. Tout le projet a été construit pour qu'aucune des infrastructures ne nécessite de déplacer des familles. Donc on a besoin de le rappeler. On parlait aussi des dérogations sur la publicité ou sur la marque. C'est très important d'expliquer aux gens le sens de ces actions. Sinon, on n'a que la finalité de la décision sans comprendre le contexte. Aujourd'hui, c'est très important pour le CIO de protéger la marque Jeux Olympiques et Paralympiques parce qu'elle fait vivre l'ensemble du mouvement olympique international. On ne parle pas de certaines disciplines comme le foot ou le tennis ou le rugby qui ont des modèles économiques très particuliers. On parle du mode de financement de l'ensemble des sports olympiques, l'escrime, la lutte, le judo, tous ces sports-là qui vivent des revenus générés par les Jeux. Donc le CIO nous demande de protéger cette marque-là pour garantir que ces ressources puissent se développer et retourner à l'ensemble de ces sports. Donc c'est extrêmement important. On va devoir, nous, pendant les 6 prochaines années, on fait partie de la famille olympique, on va devoir défendre cette marque pour permettre à tous ces sports de se développer. C'est un peu le sens des Jeux olympiques et paralympiques. Et sur la question de la desserte du village média, est-ce que vous êtes rassuré depuis justement l'audition de Tony Estanguet ? On est rassuré. Et puis toutes ces annonces vont dans le bon sens. Maintenant, on sait que c'est un projet complexe, que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une partie de l'équation, mais en tout cas, on est bien conscient d'être écouté et tout le monde a envie de se mobiliser pour faire de ce projet une réussite. Céline Terrier-Laurence, pardon, est-ce que justement toutes les lignes du Grand Paris Express seront prêtes pour 2024 ? On sait qu'Elisabeth Borne, et c'était au Sénat, avait évoqué 2025. Alors, ce dont on a la quasi-certitude aujourd'hui, c'est que les lignes 16, la ligne 16 qui est la plus importante, celle qui va relier Pleyel, le village olympique, le centre aquatique, le Stade de France, ainsi que la ligne 16 jusqu'au Bourget, serait maintenue. Et du coup, pour 2024, et je dirais même que les Jeux ont sécurisé son calendrier à ce stade jusqu'en 2024. L'incertitude, elle est sur la ligne 17. On attend les décisions finales. Si jamais la ligne 17 ne venait pas jusqu'au centre des médias, où il y aura les 22 000 journalistes, on pourra trouver des solutions alternatives par bus électrique ou autre pour satisfaire l'ensemble pour qu'on conserve notre objectif de 100% des spectateurs en transport en commun, ce qui est très important pour nous pour le bilan carbone global des Jeux. Jean-Jacques Lozach, ensuite Raymond Gonnet. Oui, moi je ne suis pas un élu de la région Île-de-France, donc je connais beaucoup moins que mes collègues la question des infrastructures et notamment des dessertes. Mais par contre, ce que je sais, c'est que la semaine dernière, le Conseil d'orientation des infrastructures s'est exprimé. Et il a donné un certain nombre d'orientations qui normalement devraient être reprises par le gouvernement dans des décisions au mois d'avril prochain. Et il est très clair que l'organisation des JO de 2024 a été intégrée aux orientations prioritaires exprimées par ce Conseil d'orientation des infrastructures qui s'est tenu la semaine dernière. Jean-Raymond Gonnet. Alors, bien entendu, les transports en tant que régional de l'État, puisque je suis parlementaire francilien, c'est un des 2 cailloux dans la chaussure. Bien sûr, il y a des assurances qui sont prises. La première d'entre elles, c'est par exemple que le gouvernement vient de rayer d'un trait de plume l'exposition universelle. Ça, c'est une indication malheureusement, heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, positive pour le projet des Jeux Olympiques, puisque, comme le veut l'adage, on ne peut pas les embrasser toutes. Et il est clair que les Jeux Olympiques, sur ce plan, ont pris le pas. Ce qui, par effet collatéral, porte un coup terrible au projet du plateau de Saclay, qui n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, mais on parle également de l'avenir du pays. Donc, d'où, entre élus,
Voilà, aujourd'hui. Vous étiez d'ailleurs venu sur ce plateau pour en parler. Absolument, on a été reçu il y a 10 jours par le Premier ministre qui a un langage de vérité, qui nous dit voilà, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On ne peut pas, dans un pays qui a 30 ans de retard sur l'entretien déjà de son matériel roulant et de ses lignes, les lignes de RER de la région parisienne, pouvoir créer le Grand Paris Express avec les branches concernant le projet dont on parle aujourd'hui, comme ça en disant oui, tout va se faire, avec des projets qui sont techniquement très complexes. Donc, je pense qu'en ce qui concerne les lignes de RER, concernant vraiment les Jeux Olympiques, voilà, il y a c'est assez positif. Les décisions définitives n'ont toujours pas été prises. Et on sent bien qu'au bout d'un moment, il faudra trouver des solutions si jamais, financièrement, ce n'est pas soutenable, y compris techniquement d'ailleurs. C'est un vrai sujet. Vous réfléchissez déjà à des alternatives au sein du comité olympique. Céline Thériault-Laurens le disait à l'instant. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là. On attend les prochaines décisions, puis on verra. Vous savez, à l'échelle des Jeux, Céline Thériault-Laurens parlait de solutions alternatives. On sait qu'on a le temps, pour le coup, si ce n'est pas des grands projets d'infrastructure, pour penser des modes de transport alternatifs. Donc, pour l'instant, nous, on a attend. le temps, mais est-ce qu'on a l'argent? Il y a aussi cette question financière. On craint des dérapages. Il y a le rapport de la Cour des comptes qui paraît demain et qui semble assez critique sur les réalisations liées au Grand Paris. Alors, sur l'argent, par rapport aux solutions alternatives, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, parce que les solutions alternatives, si on devait imaginer des solutions bus pour acheminer les spectateurs, des choses comme ça, c'est le comité d'organisation des Jeux qui prend le relais. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, c'est de suivre l'évolution du débat, la finalisation du calendrier, les décisions qui sont prises, et ensuite, on avisera pour choisir les meilleures solutions en fonction des décisions qui ont été prises. Mais c'est encore trop tôt pour nous pour creuser de manière fine d'autres options. Céline Thériault-Laurens, sur cette question du financement, est-ce que dès le départ, on n'a pas justement sous-estimé le coût de ces nouvelles infrastructures ? Alors vous parlez des infrastructures de transport ou des infrastructures Alors les infrastructures de transport, comme je disais, en fait, ne font pas partie du coût des Jeux parce que c'était un projet prévu avant et le concept des opérations des Jeux Olympiques est venu s'intégrer proche des infrastructures de transport, du hub de Pleyel Donc du coup, c'est vraiment ça qui a une force de notre dossier. Donc en fait, on ne pourra pas imputer normalement le coût ou le surcoût potentiel du Grand Paris Express aux Jeux Olympiques. Après, il y a le coût des infrastructures liées aux Jeux en tant que tel, mais c'est un autre sujet. Jean-Raymond Godet. D'où le problème de l'engagement et de la solidité du dossier, parce que justement le transport était là et qu'aujourd'hui vous arrivez au milieu du gué avec, je le redis encore une fois, un dossier qui est vraiment parfaitement monté et on sent, vous l'avez dit tout à l'heure, la famille de l'olympisme, je ne fais pas des phrases, mais on s'est senti participer à ce beau projet, mais au milieu du gué, on nous dit « Ah le transport, on va discuter ». Et je pense qu'il faut s'y prendre très tôt pour les mesures alternatives parce que ce qui est bon pour la ligne 18 va valoir aussi, je le crains, pour la ligne 17. Ou alors il va falloir m'expliquer comment. On pourra un jour nous dire qu'il n'y a pas assez de tunneliers, il n'y a pas assez d'argent, les critères de Maastricht, et le lendemain dire non, ça passe. Vous allez sensibiliser la ministre lors du débat parlementaire sur ce sujet, Jean-Jacques Lozach? Oui, bien sûr, même si ce n'est pas la ministre des Sports qui est directement en charge de la question des infrastructures. Il y a l'État, certes, mais il y a également les collectivités territoriales. Mais je crois que tout le monde, aujourd'hui, est mobilisé derrière cet enjeu des Jeux Olympiques de 2024. N'oublions pas que c'est un événement tout à fait exceptionnel. Regardez, nous sommes en France, le pays de Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux Olympiques modernes. Et au cours du XXe siècle, la France n'a organisé qu'à une seule reprise les Jeux Olympiques d'été, justement en 1924. Donc je suis intimement convaincu que face à l'importance des enjeux, et notamment économiques, eh bien, il y a des rendez-vous qui vont être tenus, des engagements qui vont être respectés, car je crois que par-delà les sensibilités politiques des uns et des autres, tout le monde va participer à cette mobilisation collective, générale, territoriale, parce que ça va être les JO de la France, et pas simplement de Paris. Avec beaucoup d'attentes, on l'a vu dans le reportage de Fabien Ricard, notamment pour les habitants de Seine-Saint-Denis. C'est un département qui va bénéficier de l'impact très positif des JO. Alors oui, c'était un des enjeux au départ, c'était de se dire comment on conçoit ce projet, pas uniquement comme un projet d'événement sportif, mais un projet qui va laisser un héritage à la fois au territoire de la Seine-Saint-Denis, mais pas uniquement. Donc on a plusieurs volets. On a la partie territoriale en Seine-Saint-Denis avec un certain nombre d'infrastructures,
qui vont bénéficier à la Seine-Saint-Denis. C'est les logements du village olympique, c'est des équipements de proximité qui vont être rénovés. Mais au-delà de ça, on s'est interrogé aussi sur comment faire de ce projet un projet avec une dimension nationale. Et comment ce projet va permettre, c'est un des enjeux majeurs qui doit nous guider pendant les 6 prochaines années, à développer la pratique sportive en France. Et ça dépasse le cadre de la Seine-Saint-Denis. Ça doit être l'enjeu qui doit nous guider. On le disait tout à l'heure, on a la chance d'avoir un projet qui s'appuie sur peu d'infrastructures à créer à l'échelle des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça doit nous permettre de concentrer notre attention et notre énergie sur le développement de la pratique sportive. On parle d'éducation par le sport. Il y avait la semaine olympique et paralympique dans les écoles la semaine dernière. On parle de sport santé. Toutes ces thématiques-là qui doivent être au cœur de notre réflexion pendant les 6 prochaines années. Alors justement, vous me faites ma transition puisque les parlementaires communistes aussi s'inquiètent de ce manque de développement des pratiques sportives. Écoutez, Pierre Laurent, il était au micro de Quentin Calmy. Il y a beaucoup, évidemment, d'ambition pour ces Jeux, mais pour nous, l'ambition doit être une ambition centrée sur le développement de la pratique sportive dans le pays. Et pour le moment, on avance, et c'est très bien, dans la mise en place du COJO, dans la mise en place de la société qui va être chargée de livrer les nouveaux équipements pour les Jeux Olympiques, et dans le respect des valeurs annoncées par Tony Estanguet. Tout ça nous va, mais ce qui manque pour le moment, c'est un vrai engagement sur l'ambition du développement de la pratique sportive et des équipements sportifs dans tout le pays. Nous considérons que les Jeux seront réussis si le pays a changé d'échelle dans l'ambition de la pratique sportive populaire. Alors, sur cette pratique sportive populaire, il faut changer d'échelle. Vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre Laurent, Jean-Jacques Lozach ? Je pense qu'il faut avoir une vision très, très élevée, très forte de ce qu'on entend par héritage olympique. C'est pas simplement une question d'équipement sportif, c'est pas simplement le nombre de médailles que la France va gagner en 2024, c'est beaucoup plus que cela. D'où la mobilisation, effectivement, de tous les piliers du modèle sportif en France, la mobilisation des institutions, des associations, des collectivités locales, mais également se préoccuper sans doute plus fortement de tout ce qui concerne le sport éducatif, le sport à l'école, le sport santé, le sport dans l'entreprise, puisque la France fait partie de ces pays qui ont pris du retard en ce qui concerne le sport dans l'entreprise. Et puis peut-être aussi faciliter l'accès, parce que là il y a un véritable problème aujourd'hui, l'accès à tous les métiers de la filière sportive, et puis pourquoi pas augmenter d'1 heure ou 2 par semaine le nombre d'heures d'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires. Ça participe aussi, ça doit participer l'héritage olympique. Oui. Ce que dit Pierre Laurent est intéressant, mais avant tout, avant même de parler d'équipement, sa base, et mon collègue vient de le dire, ça passe par l'éducation nationale. Aujourd'hui, pour prendre un exemple, moi j'ai été maire pendant 17 ans avant qu'on m'interdise, puisque je suis élu sénateur de l'être. Voilà, pour qu'il y ait vraiment du sport dans les écoles, 1 heure ou 2, c'est bien gentil, mais il faut quelqu'un en face. Et les intervenants sport sont payés par les communes et pas par l'éducation nationale. En revanche, quand vous prenez quelqu'un, il faut qu'il soit validé par l'éducation nationale. Et quand vous avez un intervenant sport, j'ai une commune la chance d'avoir cette commune qui est très sportive, mais c'est pas par hasard. Et je sais l'investissement de la commune et donc du contribuable pour qu'il y ait quelqu'un capable d'enseigner le sport à l'école et que ça soit pas une maîtresse avec un sifflet au milieu de la cour qui fasse gambader des gamins et avec les 3/4 qui auront des attestations par les parents que les enfants ne doivent pas faire de sport parce qu'il fait trop froid ou qu'il pleut, vous voyez. C'est ça. Ça passe par l'éducation nationale d'abord et le sport dans l'éducation nationale. Un petit mot de conclusion avec vous, Céline Terrier-Laurens, justement sur cette belle ambition sportive que doit apporter le projet olympique. La France sera au rendez-vous de ce défi ? Oui, je pense que je voulais revenir. On peut pas opposer haut niveau et enseignement populaire, les sports de masse et haut niveau. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, la piscine olympique, certes, on le fait pour les nageurs de haut niveau, mais ce sera aussi une piscine pour les habitants de Seine-Saint-Denis. On va construire vraiment des équipements qui vont servir tous les jours. Et ça, c'est très fort. Michael Alzieux en parlait. C'est un rattrapage en fait de l'histoire en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire que l'État va investir de l'argent pour des populations et grâce aux Jeux. Et en fait, il y a un fléchage, il y a une priorisation à cet endroit. Et ça, il faut le rappeler, c'est pas juste des coûts, c'est un investissement. Et l'héritage que nous, on souhaite donner, c'est également, en fait, il faut voir que ça sera une vitrine. C'est-à-dire que 4 milliards de téléspectateurs vont regarder
en même temps la France. Et cette vitrine, elle doit être sur tous les fronts. La façon dont ça va être un laboratoire de la ville de demain. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Eh bien, merci à vous, Céline Terrier-Laurens. Merci, Jean-Raymond Hugonnet. Merci, Jean-Jacques Lezac. Merci à vous, Mickaël Aloésio. Avant de se quitter, les salariés du groupe Carrefour sont inquiets. Ils craignent de nouvelles suppressions d'emplois. Selon les syndicats, ce ne sont pas 2400 salariés, mais plus de 5000 qui seront touchés en France par le plan de transformation du groupe. Un appel à la grève a été lancé aujourd'hui. Flora Sauvage avec Audrey Vitez. Ça va? C'est la première fois que je fais mes courses avec autant de monde. 15 jours après l'annonce du plan de transformation de Carrefour, les syndicats organisent la riposte. Ce matin à Montreuil, une centaine de membres de la CGT ont parcouru les allées de l'hypermarché, alors que 2400 suppressions de postes au siège sont annoncées. J'ai entendu monsieur le maire qui a dit une nouvelle fois qu'il veillerait à ce qu'il n'y ait pas de casse sociale, mais on attend autre chose d'un ministre, parce que malheureusement les exemples sont nombreux d'entreprises qui restructurent ou qui ferment. Je pense au GMS, où on sort ce genre de petites phrases et puis après on s'occupe de rien et on laisse les patrons des grands groupes et les actionnaires continuent à s'en mettre plein les poches. Aza travaille au Carrefour de Montreuil depuis 14 ans. Elle touche 1 100 € par mois. Je suis maman de 3 enfants et si mon poste doit être supprimé, je ne sais pas ce que je vais devenir, on va dire. Député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière appelle au boycott de l'enseigne. Si on cumule CICE plus les baisses de cotisation dont ils ont bénéficié ces 3 dernières années, l'équivalent par emploi qu'ils vont supprimer, c'est 150 000 € que le groupe aura touché. Donc moi je dis à la direction, s'ils veulent supprimer l'emploi, vous rendez l'argent public. Mais côté client, l'accueil est mitigé. Ça embête les gens, parce qu'il y en a des gens qui ne sont pas contents, parce que, bon, chacun sa vie. D'autres clients se sentent plus concernés. Je pense que c'est la bataille collective et l'union qui marchera. La mobilisation de la CGT va se poursuivre toute la semaine, mais les syndicats sont en ordre dispersé. La CFDT, deuxième syndicat chez Carrefour, a annoncé une mobilisation nationale le 15 février à Paris. Et on va prendre la direction de la salle des conférences où nous attend Tantra Nuit avec le sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, Gilbert Roger, pour une réaction à ce plan annoncé par Carrefour. Oui, Gilbert Roger, tout d'abord, votre réaction à ce mouvement des salariés de Carrefour aujourd'hui, en réaction au plan social qui a été annoncé par Alexandre Bompard, cela 6 mois après l'arrivée du PDG à la tête du groupe. Je pense que tout cela montre qu'il y a une forte inquiétude. Nous l'avions déjà senti nous-mêmes au moment des lois dites El Khomri, mais le gouvernement actuel a repoussé encore plus loin la libéralisation avec les ordonnances. Et vous avez des patrons de grandes chaînes, Carrefour en est un exemple un peu stupide, où pour gagner énormément, on licencie à tour de bras, en se disant de toute façon, il n'y a plus de frein qui peut vous retenir un peu pour essayer d'être dans le dialogue social. On licencie et on ne cause pas avec les gens. Pour vous, c'est donc directement lié à la politique du gouvernement et au contexte actuel. Bon, cela alors que Carrefour justifie cela en disant qu'ils ont besoin de gagner en agilité face à la concurrence à venir. Oui, mais de la concurrence, il y en a partout et tout le temps. Mais c'est la belle excuse pour toujours faire moins. On fait moins avec les salariés, on fait moins avec la fonction publique, on fait moins avec la retraite. Et tout ça, ça donne un sentiment pour les citoyens d'une forte inquiétude. Et on peut comprendre que les salariés de Carrefour, quand ils voient les énormes profits qui sont faits par cette chaîne de magasins, et qu'en même temps, il n'y a pas de discussion, pas de négociation, pas de possibilité d'essayer de trouver des méthodes justes pour essayer de garder un fleuron de ce qu'on appelle la grande distribution, on arrive à effectivement la réaction vive des salariés et ils ont raison. Autre sujet d'inquiétude, notamment pour les habitants des Hauts-de-Seine, ce sont les retards annoncés sur le Grand Paris Express. Est-ce que vous y croyez encore et est-ce que vous croyez encore à cette ligne, notamment pour les JO 2024 ? Alors, il y a les Hauts-de-Seine, mais il y a aussi la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, oui. Oui, que je connais aussi bien. Oui, les retards sont inquiétants. Pourquoi ? On demande à chaque ville de construire beaucoup de logements. On met même accélérateur. Comment voulez-vous qu'à un endroit, il y ait
des logements qui se construisent et que ce fameux Grand Paris Express, pour lequel tout le monde était d'accord, ne se fasse pas. Alors qu'il y ait des délais, je viens de l'écrire au préfet Cadeau, on peut comprendre. Techniquement, on voit bien qu'il y a raison de s'inquiéter, pas assez de foreuses, etc. Mais repousser au calendrier grec ou n'arrêter les lignes de transport qu'au site même des Jeux Olympiques serait très désobligeant, très pénalisant pour les villes. Je vous donne un exemple précis. Je peux vous le donner ? Oui, un exemple précis. Neuilly-sur-Marne. On demande sur ce qu'on appelle le site des hôpitaux, 4000 logements, donc ça va faire 12 à 15 000 personnes supplémentaires. Il était annoncé la 16 et la 11. Vous ne les faites pas. Il va y avoir 16 000 personnes qui vont être là, qui vont avoir acheté un logement ou qui vont venir dans des logements sociaux, comme l'on dit, et pas de moyens de transport. Vous enclavez des gens. On l'a déjà fait il y a 30 ans, 40 ans avec Clichy ou Montfermeil. Il ne faut pas reproduire. Merci beaucoup Gilbert Roger de m'avoir répondu sur vos inquiétudes d'élus franciliens. Merci à vous, Tam. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, l'épreuve de vérité, votre émission politique qui reçoit ce soir Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Bonne soirée et à demain.